Bonjour et bienvenue à vous tous pour ce webinaire intitulé Dubaï, évolution du secteur du retail avec la crise Covid. Mon nom est Valérie Allard-Latour, je suis Senior Project Manager au French Business Council Dubaï, la Chambre de commerce française de Dubaï. Je travaille au service appui aux entreprises et suis en charge de l'animation de notre communauté d'affaires en local sur les secteurs New Tech, Innovation, Luxe et Retail. Je vis à Dubaï depuis bientôt 6 ans et je travaille au FBC depuis 5 ans. Le FBC existe depuis plus de 30 ans et regroupe plus de 400 entreprises membres, aussi bien des entreprises françaises que locales ou internationales, du grand groupe à la start-up. Nous accompagnons les entreprises françaises souhaitant se développer dans la région. Nous les aidons dans leur implantation et avons également 2 business centers. Pour traiter du retail ce matin, j'ai proposé à Driss Iziki, directeur des opérations Middle East et Africa de la société Cegid, de se joindre à moi. Driss est sur la région depuis de très nombreuses années et de par son activité business, en contact avec tous les retailers de la zone. Cegid est par ailleurs un membre trustee du FBC. Ce webinaire est organisé par CCIFI dans le cadre du Business Booster Forum et je tiens à remercier particulièrement, chaleureusement, les équipes de CCIFI pour l'organisation et cette opportunité de prise de parole aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter en quelques mots Dubaï. Dubaï est un émirat qui appartient à une fédération qui comprend 7 émirats qui s'appelle la Fédération des Émirats Arabes Unis. Le plus gros et le plus important émirat en termes d'importance économique est Abu Dhabi qui représente 60% du PIB du pays. Abu Dhabi détient les réserves en pétrole et en gaz. Dubaï correspond environ à 25-30% du PIB des Émirats. Dubaï s'est développé à partir des années 80 en tant que capitale commerciale du pays, avec un certain nombre d'infrastructures qui ont été développées, aussi bien l'aéroportuaire que le port de Jebel Ali, qui est un des plus importants ports au monde. C'est également le premier centre de convention de la région. Dubaï, c'est également une compagnie aérienne, Emirates, une des premières compagnies au monde, qui fait de Dubaï un hub pour la région élargie. C'est la deuxième économie du Golfe, derrière l'Arabie Saoudite, avec un PIB par habitant d'environ 43 000 $. Il y a 10 millions d'habitants qui résident aux Émirats Arabes Unis, dont 9 millions d'expatriés, donc seulement 1 million de locaux ou de nationaux. Donc, Dubaï appuie son développement sur les services et également sur tout ce qui concerne la nouvelle économie. C'est vraiment un marché test pour toute entreprise qui souhaite se développer sur la zone. Le retail à Dubaï avant Covid, donc avant le mois de mars. Dubaï se positionne comme une place mondiale en termes de retail, une global retail destination, à la manière peut-être de Londres. Le tourisme est évidemment très important pour le secteur du retail. Plus de 15 millions de touristes sont venus ces dernières années, chaque année, aux Émirats, à Dubaï. Et nous avions pour objectif d'atteindre 20 millions à l'occasion de 2020 avec l'inauguration en octobre 2020 qui était prévue de l'Expo universelle à Dubaï. L'aéroport de Dubaï accueille plus de 86 millions de passagers. C'est un des premiers hubs aéroportuaires au monde. Le Duty Free Dubaï est le premier Duty Free mondial. Il y a de très nombreux centres commerciaux à Dubaï. Certains, comme Dubai Mall, font vraiment partie des icônes. Mall of the Emirates est connu pour sa piste de ski et des malls d'importance un petit peu plus relative, type Marina Mall, Mirdiv, City Walk. Il y a 2 types de distribution à Dubaï. Il y a d'un côté les marques qui viennent en propre, qui s'installent ici, type Dior Couture, Chanel, ou des marques qui s'implantent sur la zone en faisant un accord de partenariat avec des groupes locaux, des retailers, qui sont pour la plupart basés à Dubaï. Donc, on parle du groupe Chaloub, qui a ici une joint venture avec Sephora, qui s'occupe également de L'Oréal, qui a en propre des marques du groupe LVMH, dont Louis Vuitton. Le groupe Al-Futtaim, qui a la licence Ikea. Majid Al-Futtaim, qui a la licence Carrefour, par exemple. Jachan Mal, Altaïr, Landmark, Apparel. Ce sont tous de gros retailers, de gros master franchisés.
On peut dire que depuis 2015, il y a un certain ralentissement du secteur luxe et du retail à Dubaï. C'est lié à une baisse du cours du baril de pétrole, donc moins de pouvoir d'achat. Une politique anticorruption en Chine. Pourquoi la Chine? Tout simplement parce que les Chinois, via Emirates, en allant en Europe, faisaient un stop à Dubaï et achetaient en masse des articles de luxe. Alors, avec les lois anticorruption, c'est devenu un peu plus compliqué. Et des fluctuations monétaires, surtout le rouble. À une période, nous avons également beaucoup de visiteurs en provenance de Russie, la Russie n'étant pas très loin. Aux Émirats arabes unis et à Dubaï particulièrement, il y a une forte culture du mall. C'est un lieu pour flâner. Une grande partie de l'année, là on est dans la période chaude, pendant 4-5 mois, il est très difficile d'être en extérieur pendant la journée, voire même le soir. Donc les résidents, les habitants ont cette culture d'aller au mall pour flâner, se promener, se retrouver, manger et avoir accès à un certain nombre d'activités également de divertissement. En raison, oui, je te laisse. Driss, si tu veux rajouter quelque chose. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. J'avais juste un petit commentaire là-dessus parce que ton détail sur la région est très intéressant. C'était juste pour highlighter le fait que, effectivement, sur la région, on a ces master franchises que l'on n'a pas dans les autres régions, dans les autres continents, que sont Al Futtaim, Majid Al Futtaim, Al Tayer, Chaloub que tu as cité. Mais c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au Middle East. Ces master franchises, sous leur coupole, elles embarquent plusieurs marques. Et la particularité, c'est que de plus en plus de marques, comme tu le disais Valérie, viennent en propre s'installer, notamment sur les Émirats, ou bien c'est un peu la même stratégie sur le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Et en retour, ces master franchises comme Chaloub ou d'autres, qui sont plutôt célèbres ici dans la région, commencent à avoir une expansion en dehors de la région. Donc on commence à les voir avec des opérations retail et la gestion de différentes marques en Asie et même en Europe. Donc on a l'effet inverse aujourd'hui. Et comme je crois qu'il y a des participants qui ne sont pas uniquement basés sur le Moyen-Orient, ça peut être intéressant pour eux parce que demain, ils vont rencontrer un Chaloub à Singapour, à Hong Kong, éventuellement en France ou en Italie, qui gèrent des marques de luxe ou de prêt-à-porter localement. Donc on a vraiment ce double aspect. Deuxième remarque, tu citais les malls. C'est vraiment intéressant parce que en Europe, on a une grosse tendance du retail où le mall décline un petit peu. Par rapport aux magasins high street à l'extérieur, on a un passage dans les malls et un volume de personnes qui est réduit depuis 2 ou 3 ans. Ici, ce n'est pas le cas. Et ça ne sera pas le cas, justement par rapport à ce que tu mentionnais sur le climat qui fait que durant 5 à 6 mois, on aura toujours un trafic puisque ces malls, au-delà d'être des lieux de retail, sont des vrais lieux de vie. Donc, c'est une vraie distinction que l'on a avec l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Merci, merci Driss pour ces précisions. À Dubaï, on a vu la mise en place d'une TVA également au début d'année 2018, 5%. Ça a également été mis en place en Arabie Saoudite et dans d'autres pays limitrophes. Ça a eu un impact également sur les chiffres. Alors, les tendances avant le Covid, avant le mois de mars 2020. Une plus faible croissance des ventes, sachant que début 2020 était plutôt pas mal, les chiffres étaient vraiment pas mauvais, avec quand même des signes de saturation. Donc, il y a les super malls régionaux, voire internationaux, type Dubai Mall ou Mall of the Emirates, qui sont vraiment des lieux incontournables pour une implantation régionale d'une belle marque, d'une nouvelle enseigne. Après, les community malls tirent leur épingle du jeu. Ce sont les malls de plus petite importance autour d'un supermarché où on peut trouver dans les zones résidentielles où les résidents habitent. Et donc, ces malls, on peut y aller à pied, on peut y aller en voiture, mais ce n'est pas les gros malls. Il y a également dans la stratégie d'attractivité de l'Émirat, qui est portée par Dubai Tourism, qui est une véritable marque en elle-même, la stratégie de promotion et de mise en place de périodes de soldes, le Dubai Shopping Festival, où à certaines occasions autres, type l'Aïd, à la fin du Ramadan, créer vraiment de l'animation dans les points de vente en retail pour booster. Donc là, on a eu un Aïd un petit peu bouleversé cette année puisque l'Aïd a eu lieu en période où on était, on va dire, en semi-confinement, mais sachant que sans tourisme et sans aéroport ouvert.
Dubaï et les Émirats, c'est une population qui est jeune, qui est tech, qui est millennials, qui a plusieurs smartphones avec un taux de pénétration très important de tout ce qui est digital. On a deux Apple Store qui ont ouvert récemment, un à Dubai Mall, un à Mall of the Emirates. Donc, on a une population qui est très orientée sur tout ce qui est tech et digital. Les malls essayent de se diversifier sur des concepts plus lifestyle, plus outdoor, avec aussi de l'entertainment pour la famille. Ski Dubai, Kidzania. Kidzania, c'est une franchise. Le début du e-commerce. Souk, qui était la plateforme, on va dire, phare en e-commerce, a été rachetée il y a quelques années par Amazon. Maintenant, on appelle ça Amazon.ae. C'est vraiment la première plateforme. L'arrivée de Noon, qui est une plateforme concurrente à Amazon, créée en local par Monsieur Alabar, qui est propriétaire de Emmar. Et Emmar, derrière, c'est Dubai Mall. Donc les retailers cherchent également à s'implanter dans le digital et en e-commerce, et également des retailers type Chaloub qui ont essayé, qui se mettent au digital, qui ont lancé une grande politique stratégique qui s'appelle Shift Chaloub 900 jours pour justement complètement digitaliser leurs opérations. Un futur positif à Dubaï avant le Covid. Oui, le secteur du retail est lié aussi au nombre de personnes qui visitent Dubaï. Donc évidemment, c'est lié à l'hôtellerie et au tourisme avec Emirates Airlines qui est vraiment la marque phare pour promouvoir Dubaï à l'international. Alors, Dubaï, la crise Covid, quelques dates clés, fin janvier, premier cas, surtout début mars, annonce de la fermeture des écoles et des universités au départ pour une période de 4 semaines et finalement jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc toujours pas de reprise en présentiel des écoles. Un début du lockdown à la fin mars avec une fermeture des frontières à l'arrivée et au départ, avec uniquement les supermarchés pour le food ouvert et les pharmacies. Donc un total confinement avec un couvre-feu. Au moment de l'Aïd et du Ramadan, on a commencé à réouvrir les malls début mai avec des conditions drastiques, une reprise un petit peu en présentiel du travail, 30%, voire 50%. Actuellement, on est en 100%, mais avec des conditions très particulières. Là, on a une annonce il y a quelques jours pour la reprise et l'ouverture des vols régionaux et internationaux pour faciliter l'arrivée des touristes et les flux de résidents aux Émirats, mais ça vient juste d'être mis en place. Voilà. Donc, la crise Covid a frappé Dubaï à partir du mois de mars, et là, on est sur un déconfinement. Donc, le retail pendant Covid, et bien évidemment, c'est tous les malls à l'arrêt, un couvre-feu avec des horaires qui changeaient, une perte de pouvoir d'achat pour beaucoup de résidents, des cuts de salaire, unpaid leave, des licenciements. Donc l'effet sur le retail est immédiat puisque moins de consommateurs ou un pouvoir d'achat beaucoup moins important. Dubai Mall à l'arrêt, alors que Dubai Mall, c'est 80 millions de visiteurs par an. L'arrêt également du Duty Free de Dubaï, qui avait 80 millions de visiteurs par an. Voilà. Et donc tout ça pour dire que le e-commerce en a profité pour se développer rapidement pendant cette période avec des grands gagnants, Amazon.ae, Ounas sur les produits de luxe, Carrefour qui a pu mettre en place un certain nombre d'initiatives, lancer les drives et autres, Mums World qui est une plateforme pour la famille, les jeux, mais également tout ce qui tourne autour de la famille avec une grosse emprise aussi en Arabie Saoudite. Voilà, une partie de ces plateformes ont été mises en place par des retailers. Alors, le e-commerce grand gagnant, parce que oui, population jeune, parce qu'il fallait continuer à nourrir et à pouvoir livrer les résidents qui étaient confinés chez eux avec un lockdown assez dur. Le groupe Chaloub a lancé près d'une dizaine de sites de e-commerce pendant cette période. Ça a vraiment accéléré sa roadmap. Dubaï a une free zone qui s'appelle Dubai Commerce City qui est située au sein de la free zone de Dubai Airport
Et cette free zone a vu ses demandes de licence en e-commerce exploser ces dernières semaines. Emaar Mall a lancé également un virtual Dubai Mall sur Noon. Voilà, différentes initiatives ont été mises en place ces dernières semaines et je pense vont rester pour la plupart d'entre elles en place. L'après-Covid, les enjeux. À Dubaï, ou en tout cas sur la zone, la crise du Covid s'est doublée d'un effondrement du prix du baril de pétrole. C'est-à-dire qu'en plus d'une crise sanitaire, économique, il y a eu un effondrement du prix du baril. Le baril, fin mars, était à moins de $30, sachant que pour que les budgets des États soient un peu plus équilibrés, on parle plus de 60 ou $70. L'autre enjeu, c'est faire revenir les acheteurs dans les malls, les inciter, les rassurer, faire des malls Covid-free, prise de température à l'entrée des malls, continuer à porter le masque, interdiction des enfants et des personnes âgées ou à risque dans les malls. Et surtout, maintenant, les inciter à acheter, à consommer. Une TVA à 5% aux Émirats qui a été mise en place début 2018. En Arabie Saoudite, c'était il y a 2 mois, on a eu une annonce. Ils augmentent la TVA au 1er juillet 2020 à 15%. Alors, quel impact sur Dubaï? Est-ce qu'une fois que les frontières vont être vraiment réouvertes, est-ce que les Saoudiens vont venir acheter en masse à Dubaï et profiter justement d'une TVA plus intéressante? Je n'en sais rien. Départ massif de résidents. Les Émirats comptent 10 millions d'habitants, 90% d'expatriés. Un certain nombre d'entre eux perdent leur travail ou perdent en tout cas du pouvoir d'achat. Vont-ils continuer à rester, à consommer ici? Voilà, une autre question. Une reprise en 3 temps, évidemment. Actuellement, nous avons des acheteurs en local. Nous pouvons bientôt avoir des acheteurs en régional ou en international, mais Dubaï, et Driss pourra vous expliquer tout cela. Sans l'international, ça sera très compliqué de faire repartir le retail comme il l'était début d'année. Dubaï, c'est également un hub aérien, c'est Emirates, c'est le duty free, donc il va falloir également relancer tout ça. Les études disent, il y a une étude récente de Bain qui dit moins 35% pour 2020 pour les retailers luxe sur le Moyen-Orient. On va voir si ces chiffres se confirment, mais c'est les échos que j'ai entendus de la part de nombreux retailers, en espérant un retour à la normale, pas pour tout de suite, pas pour début 2021, mais plutôt fin 2021, en s'appuyant également sur l'exposition universelle qu'on aurait dû inaugurer au mois d'octobre 2020 pour 6 mois, qui a été décalé dans le temps, comme les Jeux Olympiques au Japon, pour octobre 2021. Et donc, l'expo se terminera au printemps 2022. Donc, ça sera également, je pense, un vecteur important pour relancer la consommation, le retail ici à Dubaï. En effet, face à l'absence de tous ces touristes et à la fermeture de ces nombreux malls, le secteur a dû vraiment effectuer une mutation et cherche à se réinventer. Différentes pistes existent. Je vais vous citer quelques pistes qui me paraissent intéressantes. Donc, une réduction drastique des coûts, une restructuration du secteur. Il y a des plans de licenciement. Chalhoub a annoncé 10% des effectifs sur un total de 12 000 salariés avec un cut des salaires. J'ai entendu la même chose pour Al-Shaya au Koweït. Fermeture de points de vente non rentables. Restructuration également des portefeuilles de marques des retailers pour vraiment se focusser sur les marques qui fonctionnent bien et pour lesquelles les consommateurs souhaitent acheter. Une clientèle privée VIP avec des expériences très haut de gamme, à forte valeur ajoutée. Pendant le Covid, de nombreuses marques de luxe ont mis en place des systèmes pour livrer des produits de luxe via des achats réalisés par WhatsApp, en allant chercher dans les malls fermés les produits pour pouvoir les livrer avec des chauffeurs privés dans des conditions sanitaires les plus safe. Donc, tout ça a été mis en place. Et il y a surtout une accélération marquée du digital. Il y avait déjà une forte croissance en 2019, mais là, les chiffres ne sont pas sortis pour 2020. Peut-être que Driss pourra nous en dire un peu plus, mais en tout cas, le e-commerce est le grand gagnant. C'est aussi l'opportunité de lancer une nouvelle plateforme de vente en ligne.
de tester, de configurer de nouvelles chaînes logistiques. Actuellement, les gens consomment en ligne, donc même s'il y a des ratés, c'est aussi l'opportunité de se lancer et d'améliorer les choses. Et puis, les nouveaux consommateurs convertis au digital, vont-ils tous revenir forcément en présentiel? Pas forcément. Ils vont sûrement garder une grande partie en digital. Donc là, il y a vraiment un axe important pour imaginer l'après-Covid. Mise en place de nouveaux moyens de paiement, de solutions de livraison. Ici, c'était les règlements par carte bancaire pour le e-commerce, c'était très peu développé. Ça s'est bien développé avec cette crise Covid. Donc, je pense que c'est une tendance de fond qui va continuer. Et puis surtout, plus d'analytics pour mieux comprendre le client et mettre en place des stratégies omnichannel qui soient les plus performantes, parce que vraiment, c'est une des clés pour sortir de cette crise qui frappe durement Dubaï. Donc, je souhaite maintenant laisser la parole à Driss de Cegid qui va vous en dire un petit peu plus. Voilà, je te laisse. Merci Valérie pour avoir dressé ce tableau très clair et très intéressant sur la situation du retail à Dubaï, pré, pendant et post-Covid. Donc moi, je suis Driss Iziki, je m'occupe des opérations de Cegid, qui est un éditeur de software, siège basé à Lyon en France. C'est une société qui existe depuis 40 ans. Et moi, je travaille pour le groupe Cegid depuis 15 ans tout juste, et je m'occupe des activités au Moyen-Orient, Turquie, Océan Indien et Afrique, basé à Dubaï depuis 6 ans. Donc la volonté n'est pas de faire une présentation commerciale, mais vraiment un échange très ouvert pour vous donner un update et des insights sur ce qui se passe dans le retail. Mais 2 mots sur Cegid, donc éditeur français, plus de 42 ans d'existence. On a un peu plus de 1100 retailers à date, ce qui représente à peu près 75 000 magasins. Ça, c'était le chiffre de l'année dernière. Et aujourd'hui, 75-76 pays couverts. Ça, c'est un point assez remarquable parce qu'on a la capacité d'accompagner des retailers, quelle que soit la zone géographique. Et en termes de retail, on est ce qu'on appelle un software provider de l'ERP, c'est-à-dire qu'on fournit les plateformes pour les retailers, pour les stocks, pour la partie point of sale en magasin, la partie mobilité, les achats, le software qui gère votre fidélité, etc. Donc, c'est un full logiciel qui va gérer de A à Z les opérations d'un retailer. Quelques noms, sans être trop bavard sur ces logos-là, mais des gens comme Nespresso, Flormar, Yves Rocher, Dior, Conforama, Galeries Lafayette et j'en passe, sont clients et partenaires avec Cegid depuis pas mal d'années. La crise qu'on a subie est une crise exceptionnelle dans le vrai sens du terme, dans la mesure où nous, qui sommes des retailers, parce qu'on fournit des solutions pour des retailers et on est spécialisé dans ce segment-là, un, on ne l'a pas vu venir, et deux, l'ampleur de cette crise, elle est assez hallucinante dans la mesure où personne n'aurait imaginé un shutdown de l'ensemble de l'activité retail pendant plusieurs mois. Personne. Donc, personne n'a la capacité de dire qu'il a pu l'anticiper. Ce qui est remarquable, c'est que si on fait le constat des retailers qui ont le moins souffert par rapport à cette situation-là, c'est ceux qui avaient anticipé un minimum leur stratégie omnichannel et leur stratégie digitale. Ceux qui ne l'avaient pas fait auparavant sont en train de souffrir actuellement. Donc ça, c'est vraiment un fait très marquant. La crise, elle a agi comme une sorte de catalyseur pour accélérer les tendances qu'on avait depuis 2-3 ans. Le digital, l'omnichannel, on va en parler. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau et qui est propre à la crise. C'est quelque chose qu'on met en place depuis 7-8 ans, mais les retailers, c'était quelque chose qui était plutôt optionnel pour eux. Et aujourd'hui, l'omnichannel, c'est-à-dire la capacité pour le retailer qui a un magasin physique d'aller faire du customer engagement, c'est-à-dire d'aller chercher des clients là où ils sont, notamment chez eux, via le web, via les plateformes e-commerce ou via les réseaux sociaux, on va en parler tout à l'heure parce que je pense que c'est une tendance de fond. Ça, c'est devenu quelque chose qui est obligatoire. Et c'est là le sujet remarquable de la crise actuelle, c'est que tous les retailers aujourd'hui ont une appétence, je dirais même une sorte d'agressivité pour aller sur les plateformes e-commerce. Et ce n'était pas le cas. Nous sommes éditeurs de logiciels, on est un acteur du digital. Depuis des années, on propose à nos clients de les accompagner dans leur transformation digitale, sur de la customer experience, sur améliorer les plateformes, améliorer leur data, améliorer la rapidité des transactions, etc., etc. Le discours que l'on a est le même, sauf que l'écoute de nos clients est complètement différente. Et c'est quelque chose qui est assez évident parce qu'on touche à la bottom line, on touche au PNL, on touche au chiffre d'affaires,
Lorsqu'on n'a plus de chiffre d'affaires en magasin physique, on s'accroche à ce qu'on peut. Et si on n'avait pas mis de plateforme e-commerce auparavant, eh bien, on essaie de rattraper le retard. Donc ça, c'est le vrai constat de la crise actuelle. Si je peux passer sur la slide suivante. Merci Valérie. Donc en discutant avec Valérie pas plus tard qu'hier soir, j'ai juste drafté, ce n'est pas une très belle slide, mais l'objectif, c'est vraiment de mettre sur le papier un ressenti sur la situation. Clairement, il y a un avant et un après. 2020 est un vrai tournant pour le retail, pas uniquement pour le retail, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est le retail. Et aujourd'hui, la nouvelle normalité, si on peut dire, elle est complètement différente. Auparavant, les retailers étaient très focus, et très précisément à Dubaï, c'était une tendance de fond, sur l'expérience client. Lorsque des touristes européens, chinois, russes venaient en magasin Dubai Mall of Emirates, il y avait une vraie volonté des retailers d'investir dans ce qu'on appelle le frictionless, c'est-à-dire avoir une super expérience client en magasin. Ce n'est plus le cas. Bien évidemment, c'est le cas quand on va physiquement dans les magasins. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment sur autre chose. On est sur, OK, l'expérience client, c'est une chose, mais ce n'est plus la priorité. La priorité, c'est d'aller chercher les clients là où ils sont. Et ça, c'est un point très important. Donc, il y a une vraie nécessité de se réinventer pour les retailers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils cherchent tous à mettre en place des plateformes e-commerce. Ils cherchent tous également, et ça, c'est un point très important et tendance de fond, à armer les vendeurs en magasin. Ça, ce n'était pas forcément le cas. Le job du vendeur en magasin avant la crise, c'était accueillir les clients, c'était faire les transactions, c'était gérer une activité assez basique d'inventaire de stock. Mais concrètement, un vendeur, sur 8 heures de boulot, il y avait 3 ou 4 heures qui étaient entre guillemets un peu perdues. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a une vraie volonté d'optimiser pour une problématique de coût simple. Et l'optimisation, c'est d'aller chercher les clients là où ils sont. Ça, c'est un point très, très, très fort. Donc, on a une vraie transformation du retailer qui est obligé de se réinventer. Pour les clients qui reviennent en magasin, parce que ça, c'est un point très important, nous, on a à peu près 75 000 magasins. La majeure partie de nos clients sont en cloud, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le logiciel hébergé physiquement chez eux. Il est hébergé dans des gros data centers dans le monde entier. En l'occurrence, c'est Microsoft Azure, ce qui fait qu'on a la capacité d'avoir un maximum d'informations, notamment sur les transactions. Et à mi-juin, donc il y a 15 jours à peu près, on a un constat qui est de dire que 80% des transactions sont revenues, c'est-à-dire qu'on est à 80% similaire à ce qu'on avait en juin 2019. Donc ça veut dire que l'activité a très bien reprise, mais elle a très bien reprise avec moins de monde dans les magasins. Ce qui veut dire que le taux de transformation, quand Valérie va dans un magasin, elle y va parce qu'elle a en tête un achat. Et elle y va moins pour flâner au vu du contexte sanitaire actuel. Donc ça, c'est vraiment un autre fait qui est très marquant. Et les retailers anticipent que cette tendance continuera encore pour 1 ou 2 ans. Ça, c'est un point important. Donc d'un côté, ils perdent du trafic. De l'autre, ils augmentent le panier moyen du client qui passe en magasin. Donc, il y a une vraie volonté d'améliorer ces sujets d'omnichannel, d'armer et de donner de nouveaux outils pour les vendeurs pour aller catcher le client là où il est et d'augmenter le panier moyen avec un nombre de visiteurs plus restreint. Et ça, on le retrouve davantage à Dubaï parce que, comme le disait Valérie, Dubaï ne repartira en termes d'économie que lorsque les vols reviendront à la normale. Et pour Emirates, j'ai cru entendre parler de, au mieux, mi-2021 pour un retour à la normale, au pire, fin 2021. Donc, ça va prendre encore un peu de temps avant d'avoir un niveau de vol qui soit celui qu'on avait à début 2020. Voilà. Autre particularité, je fais un peu écho à ce que présentait Valérie tout à l'heure, c'est la partie, la maturité de la région, notamment des Émirats, sur la partie e-commerce. En Europe, aux États-Unis, des acteurs comme Amazon ou des acteurs plus petits comme la Fnac, Cdiscount, etc. en France, ils sont là depuis une dizaine d'années. Ici, les acteurs e-commerce sont là depuis 3-4 ans, comme Noon par exemple, ou d'autres acteurs. Et en moins de 3 ans, ils ont un niveau de pénétration qui est supérieur aux acteurs e-commerce en Europe. C'est-à-dire que ça va très, 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 très vite dans la région. Et ça, c'est un point positif, parce que c'est vrai qu'on a dépeint un tableau un peu négatif, mais c'est la réalité sur la situation. Par contre, il y a un point très positif et assez optimiste, c'est qu'ils, localement, ils ont une capacité à se réadapter qui est très, très forte. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions rapides et ils les mettent en place. Alors, ce qui aide aussi, c'est l'appétence à tout ce qui est digital. Valérie parlait tout à l'heure de Millennium. C'est vrai qu'en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït ou aux Émirats, le niveau d'utilisation de plateformes comme WhatsApp, comme Messenger, comme Snapchat, comme
TikTok, que j'ai découvert il y a 6 mois pour être honnête, je ne connaissais pas auparavant, est très, très, très élevé. Il est largement supérieur à ce qu'on a en Europe et même à ce qu'on a aux États-Unis. Et ce constat-là, c'est un vrai levier pour l'accélération de la partie digitale. C'est-à-dire que si un retailer se met sur la partie e-commerce ou s'il cherche à aller communiquer avec ses clients sur les réseaux sociaux, en face de lui, il a des gens qui sont déjà connectés. Et ça, c'est un point majeur qu'on n'a pas forcément. Ce qui fait que les tendances ici sont plutôt positives malgré la crise parce qu'elles vont aller plus vite que la partie recovery qu'on a en Asie, qu'on a en Europe ou que l'on va avoir en Amérique avec un temps de retard pour eux par rapport à la crise actuelle. Voilà un petit peu pour le constat. Si tu peux passer à la slide suivante, Ouais. Valérie, s'il te plaît. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle, nous, de the new way. Pour moi, c'est la nouvelle normalité. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment un changement très profond. Et aujourd'hui, les retailers, ils n'ont plus le choix. Et on les a questionnés, notamment ici sur les Émirats, pour savoir, OK, quels sont les plans d'action, le next step que vous mettez en place à très court terme. Donc là, on n'est pas sur des plans d'action à 6 mois. On est sur des plans d'action à 2-3 semaines. C'est ce qui s'est passé. On n'a jamais eu, côté Cégide, autant de clients qui nous ont appelés entre début mars et mi-juin pour mettre en place des plateformes e-commerce. Alors, mettre en place une plateforme e-commerce, c'est quoi? C'est développer un site web, un site e-commerce, mais c'est surtout le connecter avec le magasin. Parce qu'un site e-commerce, c'est rien d'autre qu'un magasin virtuel supplémentaire. Si vous avez 10 magasins et que vous mettez une plateforme e-commerce, vous avez un 11e magasin qui se met en place. Donc, la logique de stock, d'inventaire, d'achat est la même. Le client, au final, il faut le connaître. Qu'il fasse un achat en ligne, sur son réseau social ou dans le magasin physique, au final, le retailer doit absolument le connaître, répondre à ses attentes. Et c'est là l'enjeu, parce que tous les retailers n'ont pas eu le choix et ils ont dû accélérer. Donc, des projets qui devaient durer 9 mois, ils ont demandé à les faire en 3 ou 4 mois. Et c'est ça l'urgence de la crise actuelle, et c'est l'impact premier, c'est l'accélération des projets digitaux. Voilà. Donc, les clients, premier step, c'est de dire, je veux absolument avoir une stratégie e-commerce, je veux contacter mes clients en ligne et je veux qu'ils puissent trouver leurs articles qu'ils trouvaient précédemment en magasin en ligne. Voilà. Ça, c'est le premier point. On parle d'agilité accrue parce que la crise a quand même un effet positif, c'est qu'elle a bousculé tout le monde dans nos habitudes. Alors, je ne parle pas que du télétravail, quoique, mais ça a eu surtout la conséquence de nous réadapter nous-mêmes en tant qu'éditeurs et de providers de digital et de contenu. Parce qu'on a dû aller plus vite, on a dû faire des projets plus courts, on a dû être beaucoup plus efficace, et c'est pareil pour les retailers. Alors, sur ce cas de figure-là, vous allez me dire, c'est un peu similaire dans différentes zones du globe. La différence, c'est qu'ici, c'est un vrai petit laboratoire. Comme je le disais, c'est la même tendance de fond, mais en beaucoup plus rapide. Et en l'occurrence, pour ça, c'est intéressant d'avoir un focus sur les Émirats parce que, ça donne de l'espoir pour le futur à court terme parce qu'ils vont vite, ils s'adaptent vite, ils prennent les bonnes décisions. Et 2, ça permet à d'autres zones de voir comment les retailers s'adaptent et aussi d'adapter ces mêmes stratégies. Donc ça, c'est sur la partie omnichannel. Le second point qu'on constate, c'est que les retailers doivent absolument améliorer leurs inventaires. Alors, c'est un peu basique, c'est un peu technique, mais pour faire simple, si Valérie achète un sac à main chez un retailer de luxe, le pire des scénarios, c'est que le vendeur en face de lui n'est pas en capacité de lui dire « je ne l'ai pas en stock, mais je ne sais même pas où est-ce qu'est l'article ». Parce que si c'est le cas, il y a une très forte probabilité que Valérie achète son sac chez un autre retailer à court terme. Donc, il y a une vraie volonté d'optimiser ça. Améliorer l'expérience client, c'est aussi améliorer ses inventaires. Un autre aspect, c'est la partie sustainability. On a une vraie volonté des clients des retailers qui aujourd'hui commencent à mettre sur la table des sujets plus écolos. Alors, ce n'est pas nouveau, mais là, ils en parlent plus. C'est-à-dire, pourquoi on va aller acheter un produit qui vient d'Asie, alors que localement, on aurait pu avoir un sourcing. Alors, c'est des remarques qu'on commence à avoir de plus en plus. Je ne pense pas que ça soit lié réellement à l'aspect écolo. Je pense que c'est davantage lié au contexte, c'est-à-dire qu'on s'est vite rendu compte que des pays développés dépendaient notamment de l'Asie en termes de sourcing de différents produits. Et là, les clients se sont dit, OK, mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas acheter local, pas que pour des masques, mais pour l'ensemble des produits qu'on retrouve dans les magasins. Donc, on a cette tendance aussi de fond. L'aspect, bien évidemment, hygiène et normes de sécurité avec les paiements sans contact, ce marché-là a complètement explosé, aussi vite que la partie e-commerce. Aujourd'hui, les providers de paiement sans contact sont sur des niveaux de chiffre d'affaires qui sont hallucinantes.
Alors, aujourd'hui, on utilise une plateforme qui s'appelle Zoom, qui est en train d'exploser au niveau des statistiques. C'est la même chose, même si on en parle moins, pour les providers de ce qu'on appelle les payment gates. Donc, c'est les gens qui, lorsque vous faites une transaction, que ce soit contactless ou physique, c'est eux qui gèrent les bridges entre le terminal de carte bancaire, le retailer et votre banque. Et c'est un marché dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est un marché en très, très forte croissance. Et là aussi, il n'y aura pas de retour en arrière. Les trames de fond qu'on en a, ça sera sur la durée. Et le dernier point qui est aussi un constat, c'est qu'on a parlé de magasins physiques, on a parlé de e-commerce. Ces deux canaux, c'est ce qu'on appelle la partie omnichannel. Voilà. Le troisième canal, qu'on appelle nous cross-canal, c'est la partie social media. Et là, c'est quelque chose qui est assez nouveau, parce que l'e-commerce, comme je le citais tout à l'heure, a quelques années déjà. Ce n'est pas révolutionnaire, ça s'accélère simplement. Les réseaux sociaux, pour le coup, ça devient assez novateur. Pourquoi? Parce qu'on utilise tous les réseaux sociaux. WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter. Sauf que le nombre de transactions qui sont faites sur ces réseaux sociaux, à date, sont encore faibles. C'est-à-dire que si vous regardez, est-ce que vous achetez aujourd'hui un bijou, un article, un vêtement sur WhatsApp? Pas réellement. Est-ce que vous le faites sur Snapchat? Ça commence légèrement. Est-ce que vous le faites sur Messenger? Pas forcément. Facebook a annoncé il y a 3 semaines Facebook Shop. Je pense qu'ils vont faire mal sur le marché. Donc, nos amis GAFA, les Google, les Amazon, les Apple, etc., ils gèrent déjà les réseaux sociaux. Sauf que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gérer de la vente en ligne sur les réseaux sociaux. Donc là, on touche à un sujet qui est super important. Et on a eu une sorte de wake-up call pendant cette crise où on s'est rendu compte que, ah, tiens, le réseau social, ce n'est pas uniquement que de la communication entre amis, c'est un levier entre la marque, le retailer et le client. Et pourquoi ne pas faire des ventes sur ce levier comme on le fait dans le premier canal qui est le magasin physique ou dans le deuxième canal qui est le site e-commerce? Alors, de manière très simple, vous avez tous vu, vous avez tous reçu des messages de certaines marques. C'est-à-dire que, par dépit, parce qu'elles n'avaient pas le choix, pendant la crise, puisque les magasins étaient fermés, les vendeurs se sont retrouvés à vous envoyer des messages sur WhatsApp en vous disant j'ai une promotion. Est-ce que tu veux que je te fasse livrer un sac, un bijou, etc. etc. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'omnichannel du click and collect, par exemple, ou du click and delivery. Et ça, aujourd'hui, c'est une tendance extrêmement forte. Tous les éditeurs comme Cegid, tous les acteurs comme les GAFA vont aller sur ce marché-là. Et on ne reviendra pas en arrière. Donc, le client aura la capacité et la possibilité d'acheter toujours en magasin physique, toujours sur son site e-commerce, mais également sur son réseau social. Et on touche à quelque chose qui est très profond parce que le rêve ultime d'un retailer, c'est de faire du customer engagement. C'est-à-dire une marque doit aller voir Valérie, doit aller lui communiquer, doit être proche, doit la servir, doit être disponible 24 heures sur 24 via des chatbots. Si elle a une question, elle peut la poser sur son Snapchat ou sur son WhatsApp, mais elle doit aussi avoir la possibilité de faire un achat sur ce réseau social. Et en termes de customer engagement, c'est le summum parce qu'il n'y a pas plus privé qu'un message sur WhatsApp. Entre un mail que vous recevez et un message sur WhatsApp que vous recevez, le temps d'attente entre le moment où vous l'avez reçu et le moment où vous l'avez consulté, je vous assure, il est beaucoup plus faible sur WhatsApp que par mail. Parce que c'est assez intime. Et les retailers l'ont bien compris. Mais ils l'ont compris surtout parce qu'ils n'avaient pas le choix pendant la crise. Et ça, sur les Émirats, c'est quelque chose que j'ai vu chez tous mes retailers. Je l'ai vu un peu moins en Europe ou en Asie. Alors, l'Asie est un peu particulier parce qu'ils sont assez avancés sur du Alipay et sur d'autres types de réseaux sociaux qui sont propres à l'Asie, notamment en Chine. Mais ce que j'ai vu à Dubaï, les retailers français le font à moindre mesure et sont en train de le mettre en place. Donc ça, c'est assez intéressant. Si tu peux passer, s'il te plaît, sur la slide. Ouais. Merci Valérie. Attends. Ah. Voilà. Super. Donc ça, c'est une étude qu'on a menée avec pas mal de retailers et puis des organismes comme Forrester ou Gartner, qui sont des organismes qui étudient toute la partie digitale, que ce soit les providers, les compagnies comme Cegid, mais aussi les clients. Si on demande aux retailers quelles sont leurs priorités, on voit qu'en haut, les plus grandes priorités pour ces retailers post-Covid, c'est la partie omnichannel. Donc, BOPIS. Est-ce que vous m'avez… Ouais. Excuse-moi. Pas de souci.
Donc, l'écran est revenu normalement, c'est parfait. Merci Valérie. Donc, la première priorité pour les retailers, c'est ce qu'on appelle BOPIS. Vulgairement, c'est Buy Online et Pick Up in Store. Donc, c'est vraiment la possibilité d'aller chercher le client là où il est, de faire une transaction, soit de le livrer, soit de lui demander de venir en magasin récupérer son bien. Ça, c'était quelque chose qu'on a retrouvé en 7e, 8e, 9e position l'année dernière. Donc, on a vraiment de nouvelles priorités. La partie clienteling and personalization, c'est le customer engagement. La partie associate enablement, c'est rien d'autre que donner des outils digitaux aux vendeurs en magasin pour aller communiquer via le site e-commerce, pour aller communiquer avec le client sur son réseau social, Snapchat, Twitter ou autre. C'est des priorités aujourd'hui qui ne l'étaient pas il y a encore 9 mois. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une tendance de fond. Le graphique est à droite, c'est une tendance similaire, mais avec les outils digitaux qui permettent de mettre en place cette stratégie. Donc à gauche, on a les priorités, à droite, on a la partie outils pour les mettre en place. Et une fois encore, sur des zones comme les Émirats, c'est quelque chose qui s'est fait en moins de 3 mois. Et je vous assure, pour quelqu'un comme moi qui suis dans le marché depuis 15 ans, dans le digital, dans le retail, avant, on mettait 2 ans à mettre en place. On sentait ces tendances de marché sur 2-3 ans. Là, on les a vues sur un trimestre. Et c'est en ça que la crise est remarquable. Slide suivante. Ouais. J'essaie de la passer. Voilà, ben écoute, c'était la fin de ta présentation. Merci en tout cas pour tous tes inputs, Driss. Il y a 2 petites questions. La première, elle est pour toi. Driss, une reprise à la normale pour 2021 ou plus tard, à ton avis? Alors, aujourd'hui, tu l'as cité tout à l'heure, on est entre 30-35% de chiffre d'affaires pour les retailers versus la même période en 2019. Revenir à 100% avant la fin de l'année, pour moi, c'est utopique. Ça ne sera pas possible. Une fois encore, un des gros drivers, et c'est lié au fait que la population locale dépend fortement du tourisme et du service international, elle ne pourra pas compenser et monter à 100%. On arrivera peut-être à 50%, si on a de la chance à 60%. Et ces 60% ne peuvent être atteints qu'avec des outils, notamment comme on l'a vu sur la partie omnichannel ou social media. Emirates parle de mi-2021. Je pense qu'il faut corréler le retour à la normale du retail en termes de chiffre d'affaires avec ce retour. Voilà. Et 2021, avec, comme tu le citais, l'Expo 2020 qui aura lieu donc en octobre 2021, là, les vrais leviers seront là. Voilà. Ça, c'est un point qui est très important. Je ne vois pas d'anticipation, de retour à la normale, avant cette période-là. Sachant qu'en plus, on a la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors, même si aujourd'hui les relations ne sont pas au top entre les 2 pays, on espère qu'elles seront meilleures parce que ça drivera également du trafic dans la région, cette Coupe du Monde 2022, si elle a lieu bien évidemment, vu le contexte. Mais tu l'as cité aussi, ça c'est un point qui va permettre l'amélioration des niveaux de vente aux Émirats, c'est notamment l'Arabie Saoudite, qui pour le coup on parle de 30 à 35 millions d'habitants, grosse population locale avec un pouvoir d'achat assez élevé. Le fait que nous soyons toujours à 5% de TVA et qu'eux, ils sont à 15%, nos voisins saoudiens avaient déjà l'habitude de venir fortement en week-end ou en court vacances pour faire des achats dans les malls à Dubaï. Je pense que là, ça va compenser une partie. Mais on ne compensera pas pour arriver aux 100% d'ici la fin de l'année. Ok. Et une dernière petite question. À ton avis, quels sont les freins à transformer le retail à Dubaï? Est-ce qu'il y a des freins ou est-ce qu'ils n'ont pas le choix aussi? Ils n'ont pas le choix. Oui, ils n'ont pas le choix. Tu as fait la question et la réponse et tu as complètement raison. Le modèle économique n'est pas le modèle qu'on a dans d'autres pays du Golfe qui est très oil and gas. On est sur un modèle de service. Donc, ils n'ont pas le choix. Mais moi, je reste très positif et optimiste parce que je ne vais pas comparer avec la crise financière de 2008-2009 parce qu'elle est quand même assez différente et celle-ci semble être plus profonde parce qu'elle n'est pas que financière. Elle est sociale également. Parce qu'à partir du moment où on touche au travel restriction, on touche au social. Mais ce qui me rend très optimiste, c'est une fois encore la capacité des autorités locales à prendre des décisions que je n'ai jamais vues. C'est-à-dire qu'une décision est prise, elle est actée et elle est mise en place la semaine suivante. Et ils ont cette vraie agilité et ça, pour moi, c'est très positif. Le deuxième aspect, c'est la pénétration du digital qui est déjà très forte ici. Ces 2 leviers-là font que, pour moi,
ça va permettre d'attirer, parce qu'au final, on a d'un côté le service et donc la consommation des touristes et des gens locaux ou des gens de la région. Et de l'autre, on a la capacité du pays à attirer les investisseurs internationaux, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs, ou également la partie digitale dont on parle depuis tout à l'heure. Un des hubs digitaux, c'est Dubaï. Tu es bien placé, Valérie, parce que tu gères la partie comité luxe et retail et donc le digital. On a énormément de startups depuis 3-4 ans. Et on parlait tout à l'heure d'une free zone qui s'appelle Dubaï e-commerce zone, je crois. Ouais. C'est en train de boomer parce que d'un côté, on a les retailers qui ont de la demande, mais de l'autre, on a aussi de nouveaux acteurs qui se mettent en place. Donc, tout cet écosystème fait que pour moi, je reste très positif parce qu'ils ont la capacité de se réinventer très vite. Et pour moi, la normale reviendra probablement en 2021, mais elle reviendra plus vite que dans d'autres régions. Et j'arrêterai là d'être bavard, mais une fois encore, Dubaï est un vrai laboratoire pour d'autres pays. Ça va vite, ils prennent les bonnes décisions. Il y a déjà un asset digital très fort. Donc, on a beaucoup d'autres pays qui regardent ce que font Dubaï et qui l'adaptent, parce qu'en général, c'est plutôt efficace. Merci, merci Driss pour cette conclusion tout simplement. Merci, merci pour tes inputs aujourd'hui. J'espère que voilà, il y a nos coordonnées en tout cas. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï et les services de la Chambre de commerce, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez également l'adresse email de Driss. Nous vous souhaitons une bonne une bonne continuation de journée. À très bientôt et n'hésitez pas si vous avez la moindre question pour poursuivre les échanges en one-to-one. Merci, au revoir. Merci, au revoir.